Bienvenue à toutes et à tous et surtout bonne année. C'est notre premier webinaire, conférence en ligne de l'année. Et comme il est midi, je vous propose de vous installer confortablement. C'est l'avantage des webinaires. Et nous allons commencer. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence en ligne, webinaire, organisée par l'Association des alumni HEC Lausanne. Et je vous remercie surtout pour votre présence et en particulier, je remercie nos membres cotisants qui rendent cet événement possible, même si virtuel. Avant de passer la parole à nos intervenants, je vous rappelle que cette conférence est enregistrée et sera disponible sur la chaîne YouTube des alumni HEC Lausanne. Donc, si vous souhaitez ne pas être vu, vous pouvez éteindre vos écrans. Pour le bon déroulement, je vous prie de rester en silencieux. Vous pouvez envoyer vos questions en tout temps via la messagerie, c'est-à-dire le chat, en les adressant à Alumni HEC Lausanne. Sophie, notre assistante, va les compiler et elles seront répondues en priorité à la fin de cette conférence. Si le temps le permet, nous pourrons prendre des questions live, mais il est plus facile de les adresser par le chat. Voilà, les points de logistique étant réglés, passons aux choses sérieuses. C'est pour ça que nous sommes là. Et pour bien débuter cette année, nous avons le privilège de recevoir non pas un, mais deux gradués HEC que je remercie. Premièrement, Alessandro Soldati, qui a eu son bachelor à HEC en 2013, est un entrepreneur tessinois avec ce petit accent qu'on aime bien, gagnant du concours START qui lui a permis de lancer sa première start-up, Chronodeal, à la sortie des études. Maintenant à la tête de Gold Avenue, il reste proche de HEC et de l'UNIL en tant qu'ambassadeur de YouCreate du Hub Entrepreneuriat. Ensuite, nous avons Paul-Edgar Lévy. Là, je devrais regarder directement l'écran, mais j'aime bien regarder le visage des gens de qui je parle. Donc, Paul-Edgar a fait un master en droit et économie à HEC en 2016. Il a été président de l'association START et cofondateur de la semaine de l'entrepreneuriat de HEC. Il est maintenant avocat, on peut dire maître, avocat entrepreneur spécialisé dans le droit des affaires. Donc, Alessandro et Paul-Edgar se sont donc rencontrés dans le cadre de leurs études. Et Paul-Edgar, écrivant déjà dans les colonnes pour Bilan à l'époque, a pris sa plume pour écrire le livre « Les échecs de la réussite » sur la première start-up qu'Alessandro a créée et bien plus. Être entrepreneur ne s'apprend pas, cela se vit. Maintenant, je passe très volontiers la parole à Alessandro et Paul-Edgar pour qu'ils puissent vraiment nous partager leur folle épopée. Donc, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Merci Laetitia. beaucoup à vous pour cette très belle introduction. Merci. Merci aussi. Je pense que voilà, tu nous as déjà très bien introduit, donc je pense voilà, on n'a pas besoin de faire des introductions supplémentaires. Peut-être on peut attaquer directement sur voilà l'histoire de cette nouvelle aventure, parce que le livre, disons qu'il parle de l'aventure Chronodeal, mais ça a été lui-même une aventure en tant que telle. Peut-être juste je peux raconter rapidement comment ça a commencé pour ensuite inclure Paul-Edgar dans l'histoire, qui était ensuite la pièce fondamentale pour amener à bien ce petit projet. Donc, quand j'ai liquidé Chronodeal en 2017, suite à voilà, j'assiste à dire que c'était une liquidation et pas une faillite parce qu'on avait beaucoup de liquidités encore à disposition. On venait de faire une deuxième levée de fonds à travers des investisseurs privés. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé les anecdotes de la startup. Et un peu pour challenger, et plus que pour amusement, j'ai dit à mes amis, si on arrivait à atteindre une cinquantaine de précommandes de livres, je me serais lancé dans l'aventure d'écrire ce bouquin. J'ai des amis qui, une fois qu'ils disent une chose, la font parce que finalement, ils ont acheté une cinquantaine de livres et ceux qui m'ont obligé à me lancer dans la rédaction de ce bouquin. J'ai essayé de commencer. Moi, j'ai terminé Chronodeal donc en août 2017. J'avais prévu de prendre quelques mois de vacances, donc je m'étais dit, je vais essayer de m'improviser écrivain. Même à nous, vous entendez un petit
peu mon accent italien. Donc, imaginez mon niveau d'écriture qui est pas du tout au niveau. Et droit derrière, en octobre, j'ai tout de suite rejoint le projet Gold Avenue à Genève, ce qui aussi m'a empêché de me concentrer sur la rédaction du livre. Donc finalement, je me suis retrouvé un petit peu bloqué avec une dizaine de pages que j'avais déjà un petit peu écrit, et c'était un peu comique aussi le niveau de français. Des fois, je lisais les petits chapitres à des potes à moi. C'était amusant parce que c'était écrit d'une façon un petit peu folklorique, disons ça. Donc, étant bloqué, j'avais suivi, avec Paul Edgar, on était voisins à Écublanc, et par hasard, on l'a été à Genève aussi. Donc, c'est un petit peu le destin qui a voulu que nos routes se croisent à plusieurs reprises. Et je suivais avec beaucoup de plaisir ces interviews à des entrepreneurs qui l'écrivaient pour bilan. Et je me suis dit, mais attends, quoi de mieux d'avoir mon pote Polo qui s'implique dans le projet? On pourrait faire ça ensemble. Et c'est à ce moment-là que j'ai proposé à Polo de me rejoindre dans cette folle idée. Et ça a commencé notre aventure. Peut-être là, Polo, tu peux aussi expliquer voilà, le début et pourquoi tu as accepté de, de t'y mettre à ce jeu, quoi. Alors, pour la petite histoire drôle, j'ai fait partie de la cinquantaine de personnes qui avaient préacheté donc le livre d'Alessandro. Et je m'étais dit, tiens, ça va être drôle de voir comment ce petit Tessilien va se débrouiller pour écrire un livre en français. Voilà ce que je m'étais dit à l'époque, en tout cas. Donc, ça a pas raté quand quand j'avais lu les 10 petites premières pages qu'il avait commencé à écrire, on avait bien rigolé. Mais par contre, les lignes étaient vraiment très pertinentes. Mais par contre, le français était un petit peu italianisé, mais ça c'était normal. Et puis on avait donc bien rigolé. Alors moi, au début, lorsque Alessandro m'a proposé ça, j'écrivais en effet des articles dans le bilan, des articles qui étaient lus en 7-8 minutes. Je me suis dit, bon, j'écris des articles, je peux tout à fait écrire un livre. Enfin, c'est quelques heures de plus. C'est peut-être le temps d'un article fois 4 ou 5, et puis le livre sera fini. Et à l'époque, moi, j'étais en stage d'avocat et je voulais absolument aller au bout de mon stage d'avocat. Je n'avais pas le droit de monter quelques projets entrepreneuriales que ce soit pendant ce stage. C'était écrit dans mon contrat. Du coup, je me suis dit, personne ne peut m'empêcher d'écrire un livre. Alors, je pense que c'est le bon moment pour essayer. Et voilà comment tout a commencé. La seule chose que j'avais pas réalisé, c'est que ça allait pas être 4-5 fois le temps pour écrire un article qui allait m'être nécessaire, mais peut-être fois 50 ou fois 100. Enfin, j'aurais jamais pensé qu'écrire un livre serait aussi difficile en fait comme exercice, et surtout un livre dans lequel parce que le but de notre livre, c'était vraiment de faire passer des idées. On s'était mis d'accord avec Alessandro, je pense que tu t'en rappelles. Je lui avais dit très ouvertement, je lui avais dit, Alessandro, c'est incroyable ce que tu as fait, mais ton histoire à toi personnellement, ta simple histoire, je ne suis pas certain qu'elle intéresse tant de monde que ça, en tout cas au stade de développement auquel tu es actuellement. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée en fait d'enrichir le livre avec la participation d'une trentaine d'entrepreneurs externes qui avaient plus ou moins de vécu qu'Alessandro, pour certains beaucoup plus même, mais qui font surtout la richesse du livre, parce que ça donne à chaque chapitre en fait un regard externe. Et puis, rien que le fait de récupérer ces 30 commentaires externes, rien que ça en soi, c'était déjà un très long travail. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alessandro. Ah oui, mais justement, il faut dire comment l'idée, quand on a fait le We Make It, donc c'était ce crowdfunding pour vendre ce livre, l'idée c'était de livrer le bouquin en octobre 2017. Donc moi, j'avais estimé 3 mois de rédaction personnelle
pour lancer ce livre, ce qui ne s'est pas du tout fait à la fin, logiquement. Et avec Paul Edgar, on s'est fait, mais je pense que pendant quasi une année, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 2 semaines, on se faisait un petit after work, une petite bière pour avancer sur le bouquin. Et ce qui était le plus compliqué, c'était justement de avoir un fil rouge et d'avoir une cohérence avec la première page jusqu'à la fin. Et c'était quelque chose qu'on avait de loin sous-estimé parce qu'on a passé des heures et des heures à relire, se remettre en contexte, essayer d'avoir une cohérence entre les chapitres. Et finalement, je pense qu'en début de 2020, on est arrivé à la fin des 30 chapitres. Et c'est en ce moment-là que Paul Edgar me dit, non, Malès, il faut qu'on fasse un step plus loin. Et je dis, mais un step plus loin, ça fait 3 ans qu'on fait des steps. On va pas encore faire un step plus loin. Mais oui, oui, oui. Il faut qu'on ajoute l'avis des personnes qui t'ont accompagné autour de ce projet, d'entrepreneurs qui ont eu les mêmes expériences pour lui donner une valeur ajoutée didactique en plus par rapport à ceux qu'on est déjà en train de transmettre. Donc, déjà que c'est un livre qui va aider les gens à se lancer, ça a toute sa valeur. Moi, j'ai des contacts, toi, tu as des contacts, on va les contacter et en 2 semaines, on aura les 30 avis de plus et on va aller de l'avant. Donc voilà, à nouveau, les 2 semaines se sont transformées en 5 mois. Non, en février, on a commencé à collecter en juin les avis et surtout, c'est compliqué parce que oui, c'était quelques lignes que chacun devait nous fournir, mais après, il y a eu Covid. Donc, à dépendance des personnes, il y a beaucoup de personnes qui ont été très occupées à résoudre leurs problèmes personnels. Donc, le fait d'écrire 2 lignes pour Polo et Soldati, c'était la dernière des préoccupations. Et finalement, je dirais, c'est quoi, en septembre, on a eu la totalité des participations et on s'est dit, OK, qu'est-ce que c'est le next step? Donc, le next step, c'est on a bien fait les choses. Maintenant, on va faire corriger le bouquin par un proofwriter. Donc, on a envoyé le bouquin à faire corriger. Et quand le bouquin est retourné en arrière avec les corrections, bien évidemment, il y avait des subtilités qui avaient changé dans les témoignages des personnes. Donc, à nouveau, qu'est-ce qu'on a dû faire? C'est retransmettre tous les témoignages aux personnes pour avoir la validation que le fait que les témoignages ont été changés, c'était encore dans le, le sens que la personne a voulu écrire au début. Et surtout aussi, on a demandé à toutes les personnes qui étaient citées dans le bouquin, typiquement Nadine Reichenthal qui nous écoute, j'espère qu'elle nous écoute toujours, elle nous a dit qu'elle nous allait quitter, mais elle est toujours là, l'autorisation de pouvoir les citer dans le bouquin. Et donc, de nouveau, ça nous a pris voilà, un mois pour récolter tous les avals. Et après, voilà, peut-être la partie sur la couverture, tu peux parler aussi, Polo. Mais tout a été long, y compris y compris la couverture. D'ailleurs, c'est intéressant. Est-ce que peut-être des gens ont compris ce qu'on avait voulu sous-entendre par cette couverture? Oui, exact. Là, je fais voir pour qui n'a pas encore commandé le livre. Je vois quand même pas mal de personnes, je reconnais les noms et donc je remercie à tous les gens qui nous ont soutenus. Donc, l'idée, c'était un petit peu, voilà, il y a beaucoup de questions. Pourquoi une banane? Pourquoi une banane mangée? Moi, j'étais dans le train en rentrant à Genève. Je voyage beaucoup entre le Tessin et Genève. Et je voyais une personne qui lisait un livre et je me disais, nous, on va faire un livre, il va être une goutte dans des millions d'autres livres. Personne ne va même pas le voir. Ils vont même pas se rendre compte qu'il y a un nouveau bouquin. Donc déjà, l'idée, c'était d'avoir une couleur flashy pour, voilà, depuis loin, on le voit. Ça sort un petit peu et c'est impactant. Et, et l'idée, c'était voilà, avoir quelque chose, les échecs de la réussite. Et je ne me voyais pas mettre la photo de moi et Paul Edgar en avant-première parce que de toute façon, nous, on est personne par rapport aussi à toutes les autres personnes qui ont contribué à la réalité du bouquin. Et l'objectif, ce n'était pas parler de notre histoire, mais c'était parler de l'histoire de l'entrepreneuriat et motiver les gens à entreprendre. Et le petit délire, c'était voilà, manger une banane. Je ne sais pas pourquoi on a pensé à la banane, mais manger une banane, il y a une façon très standard de le faire. C'est que tout le monde la ouvre, la mange et ils ont atteint le but. Et donc, on s'est dit, voilà, pour think outside the box, pour penser comme un entrepreneur, quoique si au lieu de ouvrir une banane, on la croque.
mais en croquant la banane sans l'ouvrir, bien sûr, il y a un échec, mais on atteint le but. Donc, on se dit, voilà, c'est un échec dans la réussite. Et on a trouvé que cette image de banane qui est très compliquée, et chacun voit un petit peu ce qu'il veut voir, elle était assez pertinente par rapport au titre du bouquin. Et après, de nouveau, on est passé, voilà, merci pour le. Euh, donc, on est passé encore par rapport à une personne qui a fait la vraie mise en page de tout le texte. Parce que, de nouveau, écrire un livre, c'est une vraie start-up. Parce que quelqu'un s'imagine, OK, tu as fini le texte, tu t'envoies à l'imprimer. Mais non, il y a une mise en page, il y a un format, il y a la couleur, la forme de la banane. Ça, de nouveau, je ne sais pas, Polo, combien ça nous a pris, mais je dirais ça nous a de nouveau pris environ 2 mois, non? D'arrêter la banane. Oui, d'arrêter de la banane et de On a été mettre un peu pointilleux sur le design de la banane, hein. sur la courbe de la banane à un certain moment. On était Ouais. même. Polo, à un certain moment, m'a dit arrête, Alessandro, avec ta courbe de la banane, ça va très bien, allons de l'avant. Et après, justement, je peux aussi repasser la parole à Polo par rapport à Slatkin, parce que nous, en étant alumni de Jenny Lem, Jenny Lem nous avait mis à disposition un parrain de Jenny Lem pour imprimer le livre à un prix avantageux. Et donc, nous, on était à 2 doigts près de commencer l'impression du livre. Et Paul Edgar, il était en contact avec le directeur de Payot, qui était intéressé à distribuer le livre dans la librairie, mais nous a conseillé de s'adresser à un éditeur pour avoir une sorte de réputation. Et donc là, c'est Polo de nouveau qui a pris un petit peu en main le projet avec l'éditeur. Tu peux peut-être partager qu'est-ce qui s'est passé. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors déjà, Yvan Slatkin, on l'a rencontré vraiment par hasard, sur recommandation, mais ce n'était pas du tout le plan de base. Nous, on souhaitait faire tout nous-mêmes et vraiment écrire ce livre de A à Z et le tout faire jusqu'à la vente, le faire de A à Z par nous-mêmes. Et puis, par hasard, je crois que j'avais été voir seul la première fois Monsieur Slatkin. Et puis, en fait, ça s'est vraiment très bien passé. Je lui ai donné le livre. Il m'a dit qu'il le lirait. Et il a adoré l'histoire. Il a adoré la manière positive avec laquelle on l'avait écrite. Alors, pour nous, déjà, c'était une belle validation qu'un éditeur nous dise que. Ouais, ça coupe un petit peu chez moi. Chez vous aussi? On dira que c'est l'avantage d'avoir deux présentateurs, comme ça, Ah, Alessandro, tu peux exact. reprendre parce qu'en effet, on l'entend plus. Voilà. Donc voilà, pour continuer, désolé de prendre la parole comme ça, Polo, mais étant donné qu'on ne l'entend pas, peut-être il va essayer de régler sa connexion. Donc finalement, Zlatkin, moi personnellement, je connaissais même pas la maison d'édition Zlatkin parce que je suis pas roman, je suis tessinois à la base, et donc je connaissais pas cette réputation importante que la maison Zlatkin a. Et donc quand la première fois Paul Edgar m'a parlé de Yvan Zlatkin, je dis oui, oui, c'est intéressant, mais je n'étais même pas plus intéressé que ça avant que je découvre justement l'importance de cette maison d'édition. Là, tu es en mute, Paul, hein. Je vois que tu es reconnecté. Et donc, nous, on l'a. Désolé, il y a mon Zoom qui a shut down tout seul. Ok. Bah, donc, je te redonne la Non, mais parole. vas-y, continue. Ok. Non, et donc, on l'a rencontré ensemble et Yvan a beaucoup apprécié le livre parce que ça lui rappelait aussi sa propre histoire. Il dit, mais je vois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pourraient se revoir dans cette histoire et donc je suis intéressé à l'éditer.
Donc, on s'est mis d'accord. Et une des conditions, parce que nous, on voulait avoir la possibilité de le distribuer en avant-première à notre réseau. Donc, on a construit un petit site très rapidement, un site Shopify. Et nous, je suis impressionné de la puissance de ces outils e-commerce, hein. Moi, j'ai fait du e-commerce, je continue à faire du e-commerce, mais quand on se rend compte que n'importe qui, parce que je suis pas développeur, donc je me suis rendu compte que n'importe qui en 2 heures peut lancer un petit site e-commerce et vendre des centaines de produits, c'est quand même impressionnant. Et on a fait, et l'accord, c'était voilà, nous, on s'occupe de la promotion autour de notre entourage pour le lancement en décembre. Et ensuite, Zlatkin va reprendre la distribution physique, qui est son expertise, donc dans les librairies, chez Payot et dans les différents points de distribution. Et donc voilà, finalement, le 1er décembre de l'année passée, après plus de 3 ans de travail, on a pu annoncer l'accouchement du bébé de moi et Polo. Et, et c'était bon, on était ravis de voir l'enthousiasme et la participation de nos proches à acheter le livre, nous soutenir et même les feedbacks. Mais de l'autre côté, on était aussi impressionnés de nouveau voir comment c'est compliqué de vendre un livre aussi. Parce que bien sûr, il y a eu nos proches qui ont acheté, des amis qui ont acheté, des connaissances, des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est là qu'on se rend compte que ça a été un travail quand même important où on voit des gens qui ne nous connaissent pas, qui l'ont lu et qui nous font des feedbacks positifs. Mais aussi, on voit énormément de gens qui réagissent positivement au livre et qui nous disent: ah oui, c'est super ce que vous avez fait, on va l'acheter un jour, on va l'acheter en support, félicitations à tout ça. Et donc aujourd'hui, on est plus ou moins à 400 livres vendus. Ce qui est beaucoup ou pas, on ne sait pas parce que c'est la première fois qu'on écrit un livre. Moi, perso, je pense que c'est même la dernière. Je ne sais pas si Polo il va vouloir se relancer dans l'exercice, mais ça a été très time consuming. Mais on se rend compte la difficulté donc de le distribuer, donc de faire. À nous, on l'a pas fait à but lucratif parce que même quand on a fixé le prix, c'était pour rentrer dans nos coûts et pour être complètement transparent avec tous les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. On est aujourd'hui plus ou moins au break-even, c'est-à-dire qu'on a plus ou moins couvert tous les coûts sans compter le temps, les apéros, les bières qu'on a mis dedans. Ça, pour l'instant, heureusement, on ne les a pas comptabilisés, sinon on était en forte perte. Mais c'est vraiment beaucoup de respect aux écrivains qui font ça comme un travail. Je sais aussi que le fils de Nadine a écrit un livre et qui m'a partagé par mail l'autre jour le lien. Et je trouve qu'il faut vraiment beaucoup de courage et beaucoup voilà, d'assiduité pour réussir à devenir un écrivain reconnu. Nous, aujourd'hui, on voit, voilà, moi ma référence, je sais qu'il y a le Genevois qui est très fort maintenant, avec comment il s'appelle, Dix, tu m'entends pas? Dicker. Dicker, voilà, Dicker. Dicker qui a beaucoup de succès, mais les gens pensent que c'est relativement simple, comme nous on le pensait d'écrire un livre, et finalement ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment très compliqué. L'écrire, l'imprimer, le distribuer et ensuite le faire acheter à. Je prends l'exemple de mon oncle qui me dit: ah, magnifique, tu as écrit un livre, tu vas me faire cadeau à Noël. Je dis: oui, mais si tout le monde pense comme toi, finalement, on a juste écrit un livre pour le faire à cadeau à tout le monde. Donc, voilà, ça c'est un petit peu l'histoire. Et puis, si je peux compléter ce point-là, il y a aussi deux manières d'écrire un livre. Il y a écrire un livre et il y a écrire un livre avec un but précis. Nous, on voulait faire passer un message par le biais de ce livre. Et c'est ça qui a été, je trouve, le plus difficile à faire parce que, de un, le livre devait être cohérent de A à Z. Et de deux, on souhaitait être certain que les différents messages qu'on souhaitait faire passer soient en tout cas perçus par le plus grand nombre à la fin de l'ouvrage. Et on souhaitait également que le livre puisse se lire, on va dire, avec simplicité et puis facilement. Parce qu'on souhaitait que ce soit un livre qui puisse être lu par tout le monde de manière très simple et puis que chacun puisse en fait choisir le chapitre qui l'intéresse. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a utilisé en tout cas un chiffre 30 pour chiffrer les chapitres.
et qu'on a mis des titres plus ou moins explicites, en tout cas un maximum explicite, afin que chacun puisse choisir en fait la partie de l'histoire qu'il souhaite lire ou qu'il souhaite tout simplement approfondir par le biais de ces quelques pages. Et la dernière chose qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé de faire en sorte d'être très factuel et de ne pas nécessairement de conseils directement, que les conseils soient compris indirectement lors de la lecture par les apprentissages qu'Alessandro a fait tout au long de son aventure, mais de pas on s'était dit qu'on n'était peut-être pas les bonnes personnes pour pouvoir donner des conseils de manière abstraite à tout le monde. On souhaitait que tout le monde puisse se faire sa propre idée en fait de l'histoire déjà, de ce qu'a traversé Alessandro et du quotidien de la vie de tout entrepreneur, parce que je ne pense pas qu'il y a de vérité en tout cas. Ouais. Et juste peut-être pour terminer et compléter, souvent les gens nous demandent pourquoi on l'a fait et qu'est-ce qu'on s'attend. Ben justement, on ne s'attend pas, comme on l'a dit avant, à devenir riche avec un livre à 20 balles, avec des coûts qui approximent les 20 balles. L'idée, c'était vraiment si demain, une personne qui a lu ce livre, qui est actuellement à HEC, et peut-être, justement, en parlant d'HEC, on est alumni HEC, qui est en train d'étudier HEC et il décide de se lancer parce qu'il a lu ça. Et demain, peut-être, il révolutionne la planète pour XY innovation. Et nous, on a pu participer en mettant notre petite touche, notre petite graine et justement allumer ces petites flammes entrepreneuriales qui est dans chacun de nous. Et puis peut-être grâce à ça, on arrive à la faire allumer un peu plus fort et avoir un impact indirect sur voilà, la suite de tout ce qui va arriver, quoi. Voilà, ça c'est pour les 25 minutes, 30 minutes pour ce qui concerne qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait. Donc, on reste bien évidemment ouvert aux questions et je pense que chaque entrepreneur ou chaque alumni HEC, on peut dire comme ça, à un certain moment voulu écrire un livre. Donc, s'il y a des potentiels écrivains qui sont à l'écoute et qui ont besoin de conseils et tout ça, nous, on est bien évidemment à disposition. Merci beaucoup pour ça. On sait à quel point écrire un livre est parfois presque aussi difficile que de lancer une entreprise, comme vous l'avez dit, parce qu'il faut penser à beaucoup de choses. Juste peut-être avant de lancer les questions et pour parler plus précisément de votre livre qui vient de sortir, donc pas tout le monde l'a déjà sous la main et peut le lire. Paul Edgar, tu as parlé de l'important était de faire passer des messages. Est-ce que en 2 mots, vous pouvez nous résumer quels sont ces messages? Je pense que l'un des messages principaux, c'était de dire que entreprendre, être entrepreneur, se dire entrepreneur, c'est avant tout une question d'état d'esprit. C'est-à-dire que dans le quotidien entrepreneur, ce qu'on a essayé aussi d'exposer, de montrer qu'il y a des embûches qui tombent toute la journée. Enfin, le chemin va pas tout droit et puis est pas nécessairement simple tous les jours. Mais les vrais entrepreneurs sont ceux qui ont cet état d'esprit de toujours positif, de toujours se dire que c'est possible, de toujours vouloir aller de l'avant et de ne pas voir des problèmes insurmontables, on va dire, à chaque étape. Ouais. Et je pense aussi qu'on voit souvent voilà, la start-up américaine qui a réussi. Avant, c'était Facebook. Maintenant, je pense que le dernier 2-3 mois, on est bombardé par Elon Musk et tous ceux qui touchent. Donc, l'idée, c'était aussi remettre un petit peu de la réalité et voir que le parcours d'une entreprise est rempli de hauts et de bas. Souvent aussi des bas, mais que le fait d'échouer, à nouveau, échouer avec un associé, avec un bureau, avec plein de choses, avec des investisseurs, ne veut pas dire qu'on a échoué. C'est pour ça que le titre qui nous a été conseillé, à part ça, par un autre alumni HEC, Didier Schwartz, qui est aussi entrepreneur, qui a fait aussi plusieurs projets, c'est les échecs de la réussite. Donc, à la fin, personnellement, pour ceux qui me concernent en tant qu'entrepreneur, je me considère d'avoir réussi l'aventure Chronodeal, malgré on a mis en liquidation la société, parce que c'est vraiment le parcours. Et je pense que quand un entrepreneur se lance,
oui, il a un objectif, mais l'objectif, il bouge, plus il bouge, On le voit aujourd'hui avec la société qu'on est en train de gérer ici à Genève. Plus on avance, plus l'objectif avance avec nous. Donc, on n'atteint jamais l'objectif en tant qu'entrepreneur et on doit apprendre à apprécier le parcours. Et c'est un parcours qui est fait d'échecs et de réussites, mais il faut justement ne pas avoir crainte de se tromper parce que c'est ça qui est formateur et c'est ça aussi le message qu'on essaie de partager la formation que nous, avec Polo et avec les autres entrepreneurs, on a eu grâce aux échecs et les aventures que chaque entrepreneur fait face dans son expérience, quoi. Et le dernier point, il y a un point que j'aimerais ajouter, c'est de dire que au final, un des messages, c'est de dire qu'il n'y a pas un parcours classique à suivre. C'est pas parce c'est pas parce que on a réussi son gymnase qu'après on doit aller forcément à l'université, qu'on doit avoir un bachelor, un master, qu'après on doit faire 2 stages, qu'après le stage on doit avoir son premier CDI, qu'après son premier CDI on va faire un MBA et qu'après seulement on a réussi. Alessandro, on est la preuve. Il a sur une opportunité, il a arrêté ses études à la fin de son bachelor. Et puis, durant ces 3 années, 4 années chronodile, il a développé non seulement des aptitudes, mais surtout une vraie expertise et qui était plus que recherchée. Et il a été, je pense, le premier surpris lorsqu'il a décidé de stopper son aventure chronodile. Il a été le premier surpris à voir que tout ce qu'il avait fait lui avait permis de développer une vraie expertise qui était recherchée sur le marché du travail. Oui, exact. Heureusement, disons ça, parce que voilà, je ne sais pas donc si on peut laisser la place aux questions. C'est toujours intéressant déjà avoir le retour des gens qui écoutent. Parfait. Donc, merci beaucoup. Je rappelle à tout le monde, vous pouvez envoyer via le chat à Alumni HEC vos questions. Sophie, tu as reçu des questions. Pourrais-tu nous les partager, s'il te plaît? Avec plaisir. Alors, la première question, c'est avez-vous pensé à une version numérique à la place du papier pour votre livre, par exemple sous forme d'articles du type que Paul écrit, par exemple? Je laisse la parole à Paul Edgar parce que lui, il a tout pensé, ça. Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'on a fait qu'une version papier. Nous, notre but, c'était vraiment d'arriver, en fait, notre but de base, c'était d'écrire un livre. Donc, on s'est dit qu'écrire un livre aujourd'hui, ça reste d'obtenir un livre avec une couverture qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Et on n'a pas encore pensé, en tout cas, à une version numérique, ni à quelconque forme qu'elle pourrait prendre. Mais c'est certainement à penser. Et on a eu quelques demandes, en tout cas, pour obtenir des versions numériques, notamment notamment de personnes qui sont bloquées par leur travail dans des pays où on peut difficilement livrer et où ils peuvent pas obtenir le livre. On a eu quelques messages gens qui nous ont dit bon, vous pourriez faire une version numérique parce que nous, on ne peut pas le lire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Peut-être Christophe Barrault peut ajouter quelque chose ou si la question est répondue, c'est parfait. Oui, merci pour la réponse. Effectivement, ça répond aussi bien à ma question. C'est quelque chose que moi aussi j'ai en tête depuis longtemps de justement raconter un peu cette histoire. Moi aussi j'ai eu un parcours dans l'entrepreneuriat, donc voilà, moi j'avais plus une idée justement sous forme de petits articles. C'est pour ça que je voulais voir si c'était aussi une idée que vous avez trottée plutôt que le bouquin. Mais si c'est vraiment le début, vous aviez vraiment dès le début cette vision de faire un livre, je peux comprendre aussi l'intérêt. Je pense que c'est aussi l'aspect tangible qu'aujourd'hui on perd un petit peu. Donc, le faire d'avoir quelque chose qui reste dans les mains, qui n'est pas juste une ligne de code qui se balade,
Sûrement, je pense qu'il y aura là une version digitale on a discuté rapidement avec Zlatkin pour avoir peut-être même une distribution un peu plus étendue, mais comme première version, on voulait vraiment quelque chose qui reste et qui, voilà, c'est un souvenir, c'est beaucoup d'efforts, d'émotions qui sont condensés dans quelque chose. Donc, on voulait vraiment avoir cet aspect de pouvoir le tenir entre les mains, quoi. Parfait. Je lance la deuxième question. Quelle est la première chose auquel il faudrait penser avant de se lancer dans l'écriture d'un livre? Ouais, je pense pour ma part, c'est voilà, c'est très time consuming. Il faut déjà être très sûr d'avoir les compétences parce que à nouveau, moi, je me suis lancé un petit peu comme un entrepreneur en pensant pouvoir tout faire et à la fin, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Donc, il faut avoir la compétence, donc avoir la plume pour pouvoir écrire, la maîtrise de l'écriture, le temps. Et ensuite, pourquoi on le fait? À nouveau, nous, on l'a fait parce que c'était un petit peu un challenge lancé par un autre alumni HEC, pour être honnête. Qui, donc, c'est pour cela qu'on l'a fait. Et à la fin, voilà, c'était intéressant mettre tout ça à disposition de tout le monde. Mais il faut vraiment chercher la raison pour laquelle on va écrire un bouquin, quoi. Et parce que sans une raison valable, on va rapidement perdre la motivation. Et nous, le fait d'avoir déjà vendu 50 bouquins, ça nous a un petit peu aussi obligés à arriver à la fin de l'exercice parce qu'on était, voilà, on le devait pour les gens qui nous avaient fait confiance. Ça aurait été beaucoup plus compliqué s'il n'y avait pas eu cet engagement de la part d'une cinquantaine de personnes, entre lesquelles Polo, qui avait soutenu la démarche. Et pour l'aspect purement écriture, je pense que ce qui est très important de faire, c'est avant de commencer à écrire, de prendre bien le temps de poser son plan, de poser ses idées et de savoir où est-ce qu'on va et quel message on veut faire passer. Parce que là où j'ai personnellement perdu beaucoup de temps, c'était justement, je pensais avoir fait un minimum un plan et je me suis rendu compte qu'en fait c'était un plan bâclé et que j'ai dû tout refaire en fait au fur et à mesure. J'ai peut-être pas pris assez de temps en amont pour le pur aspect écriture, hein, de me poser la question de ce que j'allais écrire avant de l'écrire. Ok, merci beaucoup. Et pour terminer, quel conseil vous donneriez à un HEC ou un alumni HEC qui se lancerait dans l'entrepreneuriat? Donc, quel conseil? C'est déjà de se lancer, arrêter d'hésiter et franchir faire le pas pour aller de l'avant, parce que c'est une expérience enrichissante et indépendamment des résultats. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent et qui ont peur justement, peut-être peur de l'échec, peut-être ils ont peur de blesser les proches ou autre chose. Après, je comprends, hein, une personne qui a des obligations, qui a une famille, qui a des enfants, une femme, c'est bien sûr bien plus compliqué du moment qu'on a une dépendance stricte ou pas stricte, mais qu'on doit répondre à des obligations. Je pense qu'un étudiant HEC, qu'il n'a rien à perdre, moi-même, quand j'ai commencé, pendant une année, même plus, je me suis pas payé un salaire. Je suis pas parti en vacances. Ma copine m'a quitté, donc c'était quand même une aventure compliquée. Mais et la seule chose que j'avais à perdre, c'était ma copine. Je l'ai perdue. Et du moment que j'avais plus la copine, j'avais toute la liberté d'aller de l'avant. Et c'est en ce moment-là que j'ai vraiment apprécié le parcours. Et comme je l'avais déjà dit une fois à un meeting avec Jenny Lem, on devient un petit peu addict. On devient addict de cette sensation de ne pas avoir un vrai repère et de tous les jours être challengé. Donc, vous aurez. Moi, je m'adresse surtout aux étudiants qui sont des personnes qui ont moins à perdre. Vous aurez toute la vie pour retrouver un travail. Si vous êtes une personne intelligente aujourd'hui, il y a accès à l'information, il y a accès au travail, il y a besoin de ressources. Et nous, on le voit à la fois moi et des autres amis entrepreneurs, on engage tout le temps
des personnes compétentes. Donc, si vous êtes une personne compétente, vous allez trouver un boulot Donc, prenez le risque de investir sur vous-même et faire cette expérience qui est surtout enrichissante. Et Paul Edgar, c'est un exemple, hein, parce qu'il nous regarde là, mais il vient de se lancer en son cabinet d'avocat. Donc, peut-être tu peux partager ton début d'aventure, Apollo. Non, mais le principal conseil que j'ai à donner, c'est de, pas trop se prendre la tête à propos de ça, d'y aller et surtout d'y aller étape par étape. Donc, de ne pas se mettre de pression inutilement pour atteindre des objectifs inatteignables. Il faut y aller étape par étape sans se poser trop de questions et ensuite les choses se font bien heureusement naturellement quand on fournit les efforts nécessaires. Et surtout quand on fait quelque chose qu'on aime faire, parce que à nouveau, on a des journées très dures, très compliquées, des challenges des fois insurmontables, donc on pense que ce sont insurmontables. Mais ce qui est passionnant dans les startups, et j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de startuppeurs ou entrepreneurs, c'est que les gens vont au travail parce qu'ils ont envie de le faire. Et ils ne vont pas au travail parce qu'ils doivent le faire. Et moi, du moment qu'on va au travail, et j'essaye aussi à mes collègues qui sont là, j'essaie de pousser le même sentiment de venir au boulot parce qu'on a envie de venir le faire, et pas parce qu'on doit le faire. Et s'ils n'ont pas envie une journée de venir, ils ne viennent pas. Donc, voilà, ils me regardent tous bizarrement, hein, mais ils savent que ils peuvent rester à la maison travailler s'ils veulent rester à travailler depuis la maison. S'ils veulent aller en Bretagne et faire une semaine en travaillant depuis la Bretagne, ils peuvent le faire parce que c'est important, travailler pour le plaisir de le faire. Et quand on le fait avec le plaisir, les résultats sont toujours à la clé, indépendamment de la difficulté qu'on a pour les atteindre. Et je vois que Polo, il est au boulot aussi, donc j'imagine qu'il a beaucoup de plaisir, malgré les difficultés qu'un entrepreneur comme lui peut avoir en commençant sa boîte, quoi. Ok. Une question pour Paul Edgar. Vous avez mentionné qu'il n'y a pas de parcours classique pour réussir, mais est-ce qu'il y aurait quelques aides ou quelques formations qui sont plus utiles? Pardon, je suis désolé, j'ai pas entendu la question, ça a sauté. Pas de souci. Donc, vous aviez mentionné avant qu'il n'y avait pas de parcours classique pour réussir. Est-ce que, par contre, est-ce qu'il y a des aides ou des formations qui sont plus utiles que d'autres? La meilleure formation, ça reste la formation de la vie, c'est-à-dire que à un moment, particulièrement lorsqu'on entreprend, je crois, c'est vraiment le domaine dans lequel, par définition, il n'y a pas de formation. Le meilleur apprentissage, c'est d'y aller, c'est d'essayer, c'est de se rendre compte. Et comme on va y aller, on va être amené à rencontrer des personnes qui font la même chose que nous, qui sont plus ou moins aguerries. Et c'est par ces partages de connaissances qu'on va, je pense, le plus apprendre et se faire une idée de ce qui nous attend dans les jours, semaines, mois et puis années à venir. Ok, merci. Et si je peux juste ajouter, à nouveau, je pense que une formation comme HEC pour, voilà, on est tous à l'Uni HEC, c'est très formateur, même si ça c'est pas la pratique, c'est très théorique. Après, aujourd'hui, je pense qu'on n'a jamais été si chanceux parce qu'il y a accès à l'information. On a accès typiquement aux livres, les échecs de la réussite, où on n'apprend pas à ne pas avoir des échecs, mais on apprend peut-être à les dépasser plus rapidement et savoir où on va échouer. Parce que malgré on parle de tous les problèmes, je vois les gens, des feedbacks de personnes qui ont lu les livres et qui sont en train d'aller droit exactement dans la même erreur parce que chacun va faire les propres erreurs. Donc, à nouveau, comme il a dit Polo, c'est la vie qui va nous former, mais il y a la possibilité de partager, de s'adresser à des coachs, à des personnes qui l'ont déjà fait avant nous pour essayer de tomber un petit peu de moins haut. On va de toute façon tomber, mais ça va faire un petit peu moins mal et ça va nous permettre de nous relever un peu plus rapidement. Ok. Et pour terminer, à mon sens, pour suivre une formation sur l'entrepreneuriat, il faut d'abord avoir un projet, développer un petit peu son projet, et après, avec ce projet, assister à
à des séminaires, des formations, mais sur lesquels chacun travaille sur son projet. Parce que aller à une formation d'entrepreneuriat dans laquelle on n'a pas de projet, on ne sait pas trop ce qu'on y fait à part essayer d'apprendre, on va pas apprendre, on va pas apprendre le terrain. Pour apprendre le terrain, il faut en parallèle, en tout cas, développer sa propre idée, son propre projet, sa propre entreprise. Mhm. Donc, en fait, il n'y aurait pas de… Ou est-ce qu'il y aurait quand même une formation qu'on devrait ajouter au cursus d'HEC? Vous mentionnez avant un MBA, mais pas forcément. Est-ce que vous avez peut-être en tête une formation à HEC ou après HEC qui serait utile d'ajouter au cursus? Alors, ce qui serait incroyable en HEC, ce serait que à un certain moment, on puisse valider des crédits, je ne sais pas, un cours, en étant sélectionné dans un programme dans lequel on passe X heures par semaine à se faire conseiller pour développer son projet. Ça serait incroyable, avec un pitch final qui montre les avancées et où on est bien sûr évalué académiquement sur les avancées qu'on a fait. Mais ça serait l'ajout idéal, et que ça puisse même compter comme crédit. Après, c'est toujours dangereux que ça compte comme crédit, parce que dans ce cas-là, beaucoup le font pour les crédits et plus pour plus pour le projet. Oui, merci beaucoup. Il y a Nadine qui souhaite parler. Je suis bien obligée d'intervenir. Hein. T'es encore là, Nadine, ça me fait plaisir. Oui, je vous ai écouté jusqu'à maintenant, je ne voulais pas intervenir. C'est clair que vous avez aujourd'hui et à l'Université de Lausanne l'accélérateur qui est fait pour ça. Vous avez les ateliers d'entrepreneuriat qui sont faits pour ça, pour que vous appreniez les outils, parce qu'évidemment, vous pouvez creuser un trou avec une petite cuillère, mais le track, c'est pas mal. Donc oui, il y a des outils, oui, il faut se former. Après, le terrain des uns n'est pas le terrain des autres. Donc, mais aujourd'hui, et surtout, alors moi, mon conseil, c'est de surtout pas le faire à un niveau MBA, c'est de le faire au niveau bachelor. Pour revenir sur ce que tu disais, Alessandro, il vaut mieux se planter, c'est toujours ce que moi je dis, il vaut mieux se planter en tant qu'étudiant bachelor qu'avec un MBA. Et de toute façon, vous allez vous planter pour recommencer. Donc aujourd'hui, il y a des formations qui vous apprennent à travailler sur votre propre projet, sur les projets des autres, qui permettent d'être encore plus critique sur les projets des autres. Et j'engage tout le monde là, je suis en train de sélectionner une quinzaine de projets pour les 2 ateliers d'entrepreneuriat en master et en bachelor. Venez, présentez votre projet. On vous les démolit. Et le fait, c'est que si vous ne savez pas à qui ça sert et à quoi ça sert, et que vous n'avez pas 50 clients qui vous attendent avec impatience avec votre solution, on sait déjà que ce n'est pas un bon projet, point barre. Et puis, et c'est pour ça que ceux qui suivent ces formations, c'est quoi? C'est 75% d'échecs en moins, quoi, c'est tout. Heureusement, tu n'as Voilà. pas été si rigide avec moi quand j'avais gagné avec Chronodeal, parce que sinon, je ne serais pas là. Non, mais tu te rappelles très bien qu'on a parlé, parce qu'on n'avait pas mis en place l'accélérateur, il est venu juste après. Hein, tu as été une des personnes avec un autre projet avec Monito, qui ont été les 2 projets que j'ai présentés à Jean-Philippe Bonardi pour créer l'accélérateur. Si tu veux, vous avez été les modèles de ce qu'il fallait continuer à faire pour qu'on devienne entrepreneur et pas manager. Parce qu'HEC, ça fait des managers, pas des entrepreneurs. Donc, qu'est-ce qu'on rajoute pour faire des entrepreneurs, parce que ce n'est pas le même mindset. Voilà, donc pour ceux qui ont des projets entrepreneuriaux, il y a aujourd'hui à l'Université de Lausanne, il y aura dans quelques semaines, je vous l'annonce, à l'Université de Genève. Voilà comment ça peut se faire pour tester ces idées avant de se lancer soi-même. Et c'est mieux, si tu veux, il vaut mieux tester des choses simple soi-même, et puis après de pouvoir grandir avec son propre projet et d'autres variantes. Donc, si tu veux, il y a de quoi faire. Se former sur les projets des autres, c'est aussi un apprentissage. Voilà, je me tais maintenant. Là, je ne pouvais pas résister, quoi. On te l'a mis sur un plateau d'argent. Exact, on te l'a mis sur un plateau d'argent. Absolument. C'est le moment où j'intervenais. Avant, vous étiez grand, c'était bon. Merci Nadine. Pour revenir au livre, j'avais une question, c'est comment avez-vous sélectionné les 30 exemples que vous avez intégrés dans votre livre? Alors, les 30 personnes, c'est principalement des personnes qui ont gravité autour du projet.
Et donc, c'était des contacts qu'on avait ou moi ou Polo ou en commun qui ont directement ou indirectement eu une influence sur Chronodeal. Et donc, on pouvait aussi y rejoindre facilement, qui se sont très volontiers prestés à l'exercice et ils l'ont fait ça. De nouveau, j'insiste, de façon complètement bénévole et gratuite pour partager dans ce livre didactique le plus d'informations possible aux futurs lecteurs. Donc, c'est encore une fois, je tiens à les remercier parce qu'ils font vraiment la force de ce bouquin et une grosse valeur ajoutée, quoi. Merci beaucoup. Laetitia, j'ai plus de questions. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut rapidement prendre la parole et encore poser une question? Vous pouvez lever la main. En attendant, moi j'en ai une pour vous, je profite d'avoir la parole. En parlant d'échecs, mon impression, c'est qu'il y a une très grande différence sur comment un échec est vu de l'extérieur, qu'on soit en Suisse, très conservateur, ou aux États-Unis. Aux États-Unis, étant aussi américaine, il y a beaucoup de gens qui lancent leur entreprise, ça ne marche pas, ce n'est pas grave, ils se relancent, on repart, ils ont quand même des fonds la deuxième fois, etc. En Suisse, est-ce qu'il y a encore cette frilosité par rapport à quelqu'un qui a eu un échec lors de lancement d'une start-up, par exemple? Alors, si je peux commencer à répondre, à mon sens, il n'y a pas la même perception de l'échec par le grand public que par les personnes qui sont vraiment sur le terrain, que ce soit des investisseurs, que ce soit des coachs, que ce soit des personnes qui connaissent. Parce que lorsqu'on parle à des personnes compétentes, donc, qui sont bienveillantes, elles vont valoriser l'échec directement. Elles vont directement valoriser votre échec. Ou en tout cas le mettre dans la balance, en tout cas principalement les investisseurs, le fait que vous ayez déjà eu des expériences entrepreneuriales, que vous ayez par exemple déjà levé des fonds, même si ça s'est peut-être mal passé, c'est un argument de plus pour investir chez vous, parce qu'il y a l'expérience derrière. Alors, on ne va pas vous dire félicitations, vous avez échoué, mais c'est quelque chose qui va être pris en considération. Et justement, si je peux ajouter, c'est une question qui revient quasi chaque année avec avec le même modèle. C'est en Suisse, l'échec est mal vu. Et aux US, c'est l'endroit, le meilleur pays au monde, comme toujours. Aujourd'hui, ils impriment des trilliards comme s'il n'y avait pas un futur, mais c'est toujours le meilleur pays auquel on fait référence. Mais comme tu l'as très bien dit, Laetitia, c'est la vue de l'extérieur. Mais who cares? Moi, je ne comprends pas pourquoi on se met la pression. C'est clair que quand j'ai liquidé ma première boîte, mon père, probablement, ne l'a pas très bien vu. Il a dit, bah, tu as liquidé ta boîte. Mais la force, c'est dans l'entrepreneur. Tant que tu te fais des soucis pour le point de vue des autres, tu ne vas jamais te lancer. Tu ne vas jamais te lancer parce que les autres ils sont toujours en nombre beaucoup plus que toi-même, étant donné que tu es seul. Et ils ont toujours des avis, ils ont des gens qui te supportent, il y aura toujours des gens qui ne te supportent pas. Le dernier projet là qu'on est en train de lancer, il y a une année, on avait encore plein de personnes qui disaient qu'on n'allait pas réussir, même avant d'avoir fait un échec ou d'avoir un succès. Donc, le point de vue externe, il y aura toujours des gens qui vont nous regarder du haut, du bas, de tous les côtés. La force d'un entrepreneur, c'est connaître son chemin, son destin et assumer les résultats. Donc, c'est arrêtez de penser aux autres, pensez à vous-même. Soyez un peu égoïste par rapport à ça. Ne prenez pas des choix en prenant les choix des autres, parce que les gens qui vous font des commentaires, c'est peut-être leur vie n'est pas parfaite non plus, vous voyez. Donc c'est vraiment aller de l'avant si vous y croyez. Et on s'en fout de l'échec, quoi. Et on s'en fout de ce que les autres pensent. Est-ce que je peux prendre la parole? Bien sûr. Avec volontiers. Par rapport au livre, donc cette thématique de l'échec, elle est énorme. Donc un petit point personnel. Donc moi, j'étais haut dirigeant dans des grands groupes à la tête de division de président. J'ai eu un échec, énormément de réussite, mais des échecs dans la fermeture de sites, dans des plans sociaux. Donc c'est considéré comme des échecs.
Et c'est des moments très difficiles au niveau personnel, y compris dans un échec burn-out, parce qu'à force, j'ai fait un MBA, j'ai une très, très bonne référence. Mais en fait, mon corps a été en échec. Et en fait, j'ai fait un burn-out qui m'a arrêté. Ça a été un échec parce que j'ai dû quitter mes fonctions. Et je me suis rendu compte que malgré toute ma brillance, je n'étais pas indispensable. Mais finalement, j'ai rebondi. Donc, après l'échec, il y a le rebond et le rebond vers une autre forme de vie, plus d'entrepreneur, parce qu'avant, j'étais plus à des directions générales. Et finalement, c'est un rebond hyper positif dans le sens où je vis différemment, un peu dans la culture de ce que tu disais. Voilà, des petits pas, un échec, bah, si je me plante, bah, c'est pas grave, etc. Une petite vie d'entrepreneur, j'ai moins de milliers de personnes à commander, mais j'ai une vie différente et je crée des entreprises, je crée en Suisse, etc. Plutôt dans les toutes petites structures, mais dans des fonds, voilà, je suis investisseur, mais autour de l'échec et j'accompagne beaucoup de dirigeants dans l'échec. Parce qu'en France ou en Suisse, c'est vrai que ce n'est pas super bien vu, mais étant moi-même, ayant été en échec et réussissant à nouveau, j'utilise ma petite expérience pour remotiver, donner des petits outils. Et aussi, dernier truc, dans le Lean Six Sigma, donc moi j'avais des divisions et j'avais ces outils-là. L'échec, effectivement, est clairement la plus belle réussite. Quand on a les données de l'échec, eh ben on sait qu'est-ce qu'on peut faire comme connerie pour pas que ça marche. Mais si on prend les mêmes hypothèses et qu'on change un des paramètres d'entrée, hop, c'est la meilleure réussite parce que personne n'avait réfléchi à l'échec avant. Vous voyez, donc c'est un bon sujet ce que vous faites là. Merci pour le partage. Et juste pour la petite phrase, vous avez dit que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas indispensable. Souvent, dans les entrepreneurs, il y a cet aspect de on est indispensable, mais quand on a eu la séparation avec mon associé à l'époque, qu'on parle aussi un petit peu dans le livre, c'est le cimetière est plein de personnes indispensables. À un certain moment, chacun est propre à lui-même et même les personnes indispensables y passent. Et comme vous l'avez dit, l'important, c'est rebondir et profiter des échecs pour améliorer la formule et arriver avec des solutions que personne avait testées avant, quoi. Et sans l'échec, on ne serait jamais y arrivé. Et justement, c'est ça qui est important. Alors, merci beaucoup. Je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, en général, quand il y a une présentation de livre, il y a une séance de dédicace à la fin. En l'occurrence, c'est malheureusement pas possible. Mais à défaut, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler une dernière fois à quoi ressemble le livre et où on peut le trouver? Alors, le livre, ça ressemble à ça. Voilà. Donc, à nous, c'est un livre qui compte, je me souviens plus vraiment, mais 150 pages. Ça se lit en, je dirais, une demi-journée, une journée. Donc, ça se lit très facilement en un petit week-end. Je vous colle le lien directement là. Je vois qu'il y a une messagerie. Alors, il y a un chat là sur la conversation. Je vous envoie un lien. Donc, ça, c'est le petit site qu'avec Paul Edgar, on a construit pour essayer de distribuer un petit peu le livre. Bien sûr, on ne peut pas faire des dédicaces à distance, mais pour tous les commandes, on essaie de mettre des petits mots pour remercier quand même. Voilà, comme on le sait, c'est les clients qui font le succès d'une boîte et pas les fondateurs derrière. Donc, on remercie pour le soutien et justement, on apprécie beaucoup le fait qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on a fait et qui peuvent gagner en sortir quelque chose d'intéressant, quoi. Et toutes les commandes aujourd'hui seront bien évidemment dédicacées par nous deux. Ah. Ouais, exact. Parfait. Alors, ça remplace la dédicace qu'on pourrait avoir si on était en présentiel. En tout cas, merci beaucoup. Merci Alessandro, merci Paul Edgar. Merci à tout le monde qui était présent. Je vous rappelle que cette conférence était enregistrée. Elle sera visible dès demain sur notre chaîne YouTube Alumni HEC Lausanne, ainsi que nos conférences passées, dont certaines aussi très intéressantes. Notre fil conducteur est qu'il n'y en a pas, dans le sens où on saute un peu du coq à l'âne, d'un sujet à l'autre, d'un thème à l'autre, d'une conférence à l'autre. Donc, profitez de revoir nos anciens webinaires et on vous informera du prochain au mois de février très, très bientôt. Donc, d'ici là, moi, je vous remercie Alessandro et Paul Edgar. Je vous souhaite à tous une très bonne année. On est encore dans les temps pour encore le souhaiter.
Et puis, à tout bientôt, dès que possible, autour d'un verre, pour Exact. discuter plus en détail du livre. Croisons Donc, les merci doigts. beaucoup à tous. Merci beaucoup à tout le monde. Très bonne journée à tous. Ouais. Et Merci puis merci beaucoup. pour votre travail, hein. Merci pour l'organisation. Plaisir. Merci. À bientôt. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir.